Bonjour, mesdames et messieurs. Nous sommes avec Dr Yves Ekwe Amaezo, docteur en économie, pour parler des BRICS, BRICS Bridge et parler du pétrodollar, parce qu'on a appris que le pétrodollar, c'est bientôt la fin. On ne sait pas très bien. Il va nous expliquer ce que c'est que le pétrodollar d'abord et le BRICS Bridge. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur Si, comment allez-vous? Oui, bien, merci. Allons-y. On voulait savoir, on a entendu dernièrement, il y a quelques jours de cela, on a appris dans la presse que les accords qu'il y avait entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite, que ces accords-là étaient en train de prendre fin, notamment le pétrodollar. On a appris que désormais, certains pays du monde peuvent aller directement acheter du pétrole avec les États-Unis, avec l'Arabie Saoudite sans passer par le dollar. Est-ce que c'est vrai? Comment ça se passe? Vous pouvez nous expliquer, s'il vous plaît? D'accord. Alors, d'abord, est-ce que c'est vrai? La réponse est oui. Mhm. Est-ce que ce que vous dites est tout à fait juste? La réponse est non. Donc, on va D'accord. expliquer tout ça ensemble. D'accord. Commençons par le début. Vous avez parlé des BRICS. Mhm. Il faut que vous corrigiez votre langage. Il faut parler maintenant de BRICS plus. Pourquoi? Mhm. Parce que depuis le 1er janvier de cette année, 2024, Mhm. un certain nombre de pays ont Mhm. rejoint les 5 qui existaient. Donc, ils sont à 11 aujourd'hui. Mhm. Donc, on parle de BRICS plus. Mhm. C'est Et ça. attention, il y a beaucoup de pays qui ont demandé à être membres de ce BRICS plus, donc déjà à 11, pour monter. Certains parlent que d'ici octobre-novembre, il va y avoir une prochaine réunion. Mhm. On peut en avoir minimum 3, sinon, les gens parlent de 12, 14 supplémentaires. Mhm. Donc, vous voyez que le BRICS plus va devenir même un BRICS plus élargi. Oui. Donc c'est très important. Pourquoi j'insiste dessus? Parce que la taille des pays participants s'agrandissant, Mhm. ça veut dire que c'est dans cet espace-là qu'on va échanger d'abord des biens et Mhm. donc on va payer. Et donc on va venir donc sur votre question tout à l'heure de pétrodollar. Pourquoi il faut ou pas ce pétrodollar? Donc c'est très important de clarifier la notion de BRICS au départ. Mhm. La deuxième chose que je voulais clarifier, c'est la notion de monnaie. Mhm. Avant de parler de pétrodollar, c'est d'abord, on parle de monnaie. Mhm. Le pétrodollar en tant que monnaie n'existe pas. Ce qui existe en réalité, c'est le dollar. Mhm. Il se trouve qu'il y a des accords, un peu comme les pays francophones ont eu des accords secrets financiers, militaires entre la France et la plupart des pays francophones. Mhm. Les Américains ont fait plus ou moins la même chose. Mhm. Sauf qu'ils l'ont fait beaucoup plus dur, qui consistait en gros, pour résumer, vous, les pays arabes, vous n'avez pas de défense. Mhm. Moi, États-Unis, je vous assure la protection de votre défense extérieure au moins. Mhm. En contrepartie, vous allez d'abord me fournir du pétrole, matière première, Mhm. qui explique pourquoi le pétrole et l'essence ont toujours été très peu chers aux États-Unis. Et Mhm. vous avez vu toutes les conséquences sur les voitures énormes, géantes, qui sont des grandes consommatrices d'énergie dans le temps, et encore bon nombre, beaucoup de voitures américaines. Mhm. Et deux, non seulement je vais payer moins cher ce dollar, ou pour certains cas gratuit, mais surtout, vous allez utiliser ma monnaie qui est le dollar. Mhm. Alors, le problème se pose. S'il y a des échanges entre les deux pays, Arabie Saoudite et puis les États-Unis, et que les États-Unis sont endettés, ben, souvent les États-Unis, ben, ils ne vous donnent pas en réalité vraiment de l'argent cash qui est reposé sur un bien qui a été travaillé. Mhm. Ils vont vous dire, écoutez, on vous envoie du dollar, Mhm. et le pays, avant, l'ancien système avant 1971, si vous ne pouvez pas vraiment payer, vous allez me donner l'équivalent du dollar en or. Mhm. Vous allez voir comment ça va intéresser le Mali. Mhm. Mais les Américains ont dit en 71, écoutez, nous ne sommes plus engagés vis-à-vis de l'or. Mhm. Donc, bah, si vous ne pouvez pas me donner l'or, vous me donnez quoi? Ah, je peux vous donner des bons du trésor, je peux vous donner des papiers, je peux vous donner du dollar, ce qu'on appelle un papier monnaie. Mais attendez, si ce papier monnaie perd de la valeur, si ce papier monnaie est basé sur la dette américaine qui est colossale, la plus grande du monde, Mhm. mais vous qui avez ça, ce dollar, dans votre épargne, dans votre budget, Mhm. vous perdez Mhm. la valeur réelle. Donc, pour faire simple, si vous avez 100 dollars dans votre caisse et sur une durée plus ou moins longue, vous voulez avoir l'équivalent des 100 dollars chez les Américains et que vous avez en fait quelque chose qui
est l'équivalent de ça, mais vous ne pouvez pas traduire en or pur ou bien, ben, vous allez faire des échanges. Donc on revient à des formes d'échanges qui ne sont pas toujours équitables parce que les Américains ont une sorte de droit de veto sur cette histoire. C'est à partir de là qu'on a dit, mais écoutez, ce dollar-là, que celui qui l'a en possession, donc les pays arabes, vont l'envoyer ailleurs. Vous voyez, on va l'envoyer en Afrique, on va l'envoyer en Europe. Les Européens, on les appelait les euro-dollars, les Africains, essentiellement pétrodollars. Mais pas que, l'Amérique latine aussi l'a eu, etc. Mais je dirais que c'est un dollar, disons, qui n'a plus le niveau du dollar. C'est un dollar moins. Et vous avez le dollar plus. Le plus, c'est celui que vous pouvez changer en or. Et celui qui est moins, c'est celui que vous pouvez soit pas du tout changer en or, ou carrément, c'est une dette. Et cette dette a de la valeur, donc vous pouvez l'échanger. Alors imaginez que c'est plutôt les moins, donc les dollars, pétrodollars, comme vous l'appelez, euro-dollar ou autres, qui se retrouvent en réserve chez les Chinois, qui se trouvent en réserve chez l'Arabie Saoudite, qu'on nous envoie, nous, en Afrique. Et que nous, maintenant, avec ça, nous allons essayer d'acheter ou de nous faire payer notre matière première. Vous voyez que la qualité de ce dollar ne suit pas. Voilà déjà le fond du problème. Donc, tout le monde cherche à faire ce que ce dollar que j'ai puisse avoir un équivalent qui ressemble à ce dollar. D'où l'importance de revenir à une matière première qui est l'or, mais ça peut être aussi des matières premières qu'on appelle les métaux rares, ou toute forme de matière première qui est commercialisable et dont le prix est plus ou moins acceptable, l'uranium, le coltan, bon, ce que vous voulez. Maintenant, si vous n'arrivez pas à faire ça et dans vos échanges, vous pouvez demander autre chose. Voilà pourquoi les pays arabes, en général, du Golfe, vous les retrouvez avoir investi ces pétrodollars, justement, pour racheter beaucoup d'infrastructures aux États-Unis, mais aussi en Afrique. Par exemple, les ports. Par exemple, les ponts. Vous allez me dire, pourquoi vous achetez un pont? Mais parce que vous pouvez mettre une taxe pour traverser un pont. Et c'est de l'argent qui rentre. Pourquoi les infrastructures? Parce que vous mettez une taxe. Quand un bien rentre par un pont dans un pays, mais vous mettez une taxe là-bas, ben c'est de l'argent qui rentre. Et cet argent était censé compenser justement la valeur de ce dollar qui était moins. Un dollar dont la qualité ne valait rien par rapport à votre épargne. Donc, vous voyez bien que nous, les Africains, vous ne pouvez le faire que si le rapport de force en votre faveur est solide. Mais qu'est-ce que le Togo, le Mali peut faire contre les États-Unis dans ce dossier? Pas grand-chose. Ouais, absolument donc, voilà le fondement même de la création du BRICS. Ces gens-là ont dit, écoutez, ça ne peut pas continuer comme ça. On va maintenant décider, au départ, c'est la Russie, l'Inde, la Chine et le Brésil, qui ensuite ont élargi l'Afrique du Sud, ils sont devenus 5. Sachez que la décision, d'ailleurs, quand on prend pour l'élargissement au sein de ce BRICS, la décision se prend toujours à l'unanimité. Il suffit qu'un ne soit pas d'accord et la décision n'est pas prise. Voilà pourquoi ça prend du temps. Donc les 5, je ne veux pas dire qui ne voulait pas de l'Afrique du Sud au départ, mais tout le monde peut comprendre, entre le Brésil, la Russie et la Chine, ce n'est pas ces trois-là, donc vous comprenez qui est-ce qui reste. Mais finalement, l'Afrique du Sud est rentrée. Et ensuite, quand on a pu élargir avec d'autres pays, dont l'Égypte, l'Arabie Saoudite et tout ça, pareil, ça s'est passé comme ça. Voilà comment, par exemple, l'Algérie n'a pas pu rentrer la dernière fois. Parce qu'il y a eu une opposition, je pense récemment de l'Égypte, puisque c'est un pays arabe, un maghrébin au nord de l'Afrique, et qu'il ne voulait pas que l'autre Africain arrive, bon, etc. Donc, tout ceci va augmenter, va s'améliorer. C'est très important de comprendre ça parce que à l'intérieur, il y a des rapports de force qui se jouent. Et comme c'est ça l'unanimité, la Chine ne voulant pas montrer qu'il est le plus puissant, mais légal, alors qu'il est gros en taille et en puissance, il joue quand même l'égalité, un État, une voix. C'est très important. Il ne faut pas passer à côté de ça. Deuxième chose maintenant, ces gens ne voulant plus avoir des dollars qui ne valent pas l'équivalent tel qu'ils le souhaitent, se sont dit, mais comment ça marche cette histoire? Une fois que vous avez l'argent, il faut bien passer par un système de paiement. Vous voyez, vous devez transférer l'argent. Quand on fait le Western Union, ça passe par un système qui fait que ça passe de l'Autriche au Mali, du Mali à Malawi, Malawi en Chine. Ce système de transfert d'argent, les gens qu'on appelle le truc, il appartient aux Occidentaux et surtout à des grands milliardaires américains et surtout, et c'est ça le problème, c'est des privés. Donc vous n'avez pas un peu les règles de l'État qui vous permettent plus ou moins de vous assurer qu'on ne va pas soit vous le bloquer, soit faire des sanctions contre vous et faire en sorte que, alors que vous avez de l'argent au Mali que vous transférez à tel endroit, mais quelqu'un décide unilatéralement de vous le bloquer.
C'est ce qui est arrivé à l'Iran, c'est ce qui est arrivé à la Russie, parce que les Américains ou bien les Occidentaux ont décidé qu'écoutez, pour telle ou telle raison, valable ou pas, je ne prends pas de position, je vous explique le mécanisme. Oui. Pour telle ou telle raison, écoutez, votre paiement ne passe pas. Donc on a bloqué aujourd'hui l'argent des avoirs de la Russie, on a bloqué les avoirs de l'Iran et d'autres pays aussi d'ailleurs, et c'est un pays africain, mais ça ne se dit pas tout haut. Mais est-ce qu'on va le bloquer indéfiniment? Non. On vous téléphone en disant, mais écoutez, vous pouvez peut-être nous envoyer un peu d'uranium gratuitement, vous pouvez nous envoyer un peu d'or du Mali gratuitement ou moins cher, et puis on va débloquer. Vous voyez comment ça devient du chantage. Vous voyez comment ça devient un système qui, petit à petit, attaque votre dépendance et donc votre souveraineté. Et donc votre autonomie. C'est en cela que ça devient compliqué et inacceptable. Donc ce système de paiement, SWIFT, les pays du BRICS n'en veulent pas. Donc ils veulent un système alternatif. Alors, ce système alternatif, il faut qu'il soit sécurisé, il ne faut pas qu'on l'attaque, il ne faut pas qu'on mette des virus. Bon, alors, ils utilisent une technologie qu'on appelle la technologie du blockchain, qui est une technologie numérique qui est décentralisée, c'est-à-dire que personne ne contrôle personne, ou plutôt tout le monde contrôle tout le monde. Et l'État ne peut pas venir faire le malin là-dedans parce que les comptes ne se connaissent pas les uns les autres. D'accord. Qu'on appelle le blockchain. Et c'est avec ça que vous pouvez justement, en Afrique, se passer du franc CFA et même un certain nombre de dépendance vis-à-vis des Occidentaux. Voilà pourquoi ils font tout pour que ça ne vienne pas, et que pour que ça fonctionne, il faut beaucoup d'énergie, il faut beaucoup de systèmes pour faire des bases de données, et nous n'avons pas suffisamment de systèmes d'énergie pour mettre ça en place. On verra pour le côté technologique après, mais comprenez bien d'abord qu'il faut ce blockchain, ces technologies numériques qui permettent le transfert sécurisé, et que personne, surtout pas celui qui gère le système de transfert de cet argent, ne vienne décider unilatéralement de le bloquer. Donc c'est un problème de souveraineté qui s'est posé fondamentalement. Donc c'est en cela maintenant que je peux répondre à votre question. C'est-à-dire que les BRICS ont dit, et ont posé ça comme position politique, il n'est plus question de laisser d'autres pays, notamment occidentaux, venir d'abord nous manger une partie de notre épargne, puisque le dollar, pétrodollar, euro-dollar ou autre dollar n'est plus la vraie valeur. Sinon, il faut que je trouve un équivalent. Et comme il ne veut pas le changer en or ou d'autres matières premières qui permettent de savoir que, tiens, c'est la même valeur, ben, écoutez, on n'est pas d'accord. Donc, on arrive au troc, ou au échange, ou ce que j'appelle la compensation. Vous ne pouvez pas me donner une vache, et moi, je vous donne une plume, même si la plume m'amène au paradis. Il faut qu'on discute. Vous voyez le truc? Donc, c'est là où, maintenant, les rapports de force sont devenus beaucoup plus intéressants, et on a quitté le monde unipolaire pour le monde multipolaire. C'est-à-dire plusieurs pôles de décision. La Chine peut dire non, il a droit de veto à l'ONU. La Russie peut dire non, il a droit de veto à l'ONU. Mais la France aussi peut dire non, il a droit de veto. Nous, les Africains, on est où? Mais il n'a pas droit de veto. Donc, on ne peut rien dire. On ne peut rien dire. Vous voyez bien le truc. Donc, à partir de cet ensemble de choses, maintenant, il va falloir construire une monnaie, d'où l'importance de trouver une monnaie qui ne soit pas contrôlée par les Français, francs CFA, ou d'autres, là par les Américains, et en même temps avoir un système de paiement qui est officiellement indépendant, libre, dans lequel ce que vous avez transféré du Mali arrive à l'autre côté sans aucune déperdition en termes d'épargne, pour être précis. Vous voyez donc maintenant, la question qui se pose, si des gens comme les pays arabes ont accumulé beaucoup de pétrodollars, et que ce pétrodollar qui valait 100 ne vaut aujourd'hui que 70, vous avez vu qu'ils ont perdu 30. Oui, absolument. Est-ce que l'Arabie Saoudite va accepter ça? Jamais. Non, pas du tout. Donc, première façon de résoudre ce problème, on ne veut plus être payé en pétrodollars. On ne veut plus être payé en dollars. Parce que le pétrodollar, c'est le mot qu'ils ont créé, c'est le dollar. Donc, si on ne veut plus être payé en dollars, on va être payé comment? Il faut venir lancer un système, la monnaie marchandise. On va être payé en or, par exemple. Ah non, nous on ne paye pas en or, personne ne veut payer en or. Ah, attends, c'est pas personne. Il y a des gens qui veulent payer en or, il y a encore des compensations qui se font en or, mais comme il n'y en a pas suffisamment, et que l'or lui-même prend de la valeur, on a dit, bon, écoutez, si c'est comme ça, écoutez, on va changer un peu, on va faire des compensations. Mais si on fait des compensations entre la Chine et le Mali, entre la Turquie et le Mali, entre le Togo et le Mali, dans quel système de paiement on doit le faire? Si ce système de paiement, si je le fais, quelqu'un va se lever aux États-Unis ou je ne sais pas où, va bloquer l'argent du Mali qu'il envoie au Togo, ou l'envoie en Chine ou il l'envoie au Brésil. D'où l'importance de créer ce système de paiement alternatif au SWIFT. Actuellement, il y en a deux qui fonctionnent, qui sont en Russie et en Chine.
Et ils sont en train de s'intégrer. Et l'Inde aussi a compris le problème et veut aussi s'intégrer. Donc l'idée est que d'ici la fin de l'année ou l'année prochaine ou plus tard, il y aura au moins ce système de paiement. Et en attendant que ce système de paiement avec la technologie que je vous ai expliquée, blockchain, se mette en place, on accepte aujourd'hui les monnaies nationales. Alors nous, les pays africains, on a un problème parce que la monnaie nationale qui est utilisée, c'est le franc CFA, qui n'est pas la monnaie nationale, mais la monnaie française. Donc, cette monnaie n'est pas acceptée. Ah, le franc CFA n'est pas accepté dans le nouveau système. Non seulement il n'est pas accepté, mais ce n'est pas une monnaie. C'est vrai. C'est un signe monétaire qui appartient à la France. C'est la France qui décide de transformer le franc CFA en euro. Et c'est l'euro qui est accepté. C'est l'euro qui est accepté. C'est pour ça qu'on mélange les gens avec les histoires de compte d'opération. Non, pas de simple. Vous amenez votre franc CFA ici en Autriche, personne ne l'accepte. Même en France d'ailleurs. Personne ne l'accepte. C'est vrai, c'est Quand clair. on vous l'accepte, c'est parce qu'on vous l'a transféré ou transformé sur autorisation française en euros. Donc c'est l'euro qu'on accepte, pas le franc CFA. Le franc CFA est un signe monétaire. C'est pour ça qu'on pouvait changer le signe monétaire le plus vite et le plus rapidement possible, mais aucun homme politique a le courage de le faire actuellement. Il faut changer le nom. Il faut d'abord changer le nom. Même si derrière, ça reste le système tel qu'il est. Il faut d'abord changer le nom. Voilà pourquoi la France a compris, avec sous Emmanuel Macron, pour aller plus vite. Et ils ont mélangé l'éco qui voulait être créé avec la CEDEAO, qui ne peut jamais être créée depuis plus de 25 ans, pour user de ce mot éco pour créer l'éco de l'UEMOA, qui en fait est le franc CFA. Donc ils ont doublé les Africains en utilisant le mot éco pour ce qu'eux, ils veulent faire la continuité du franc CFA. C'est clair. Et quand je vois beaucoup d'intellectuels se battre là-dessus, j'ai dit, mais écoutez, je suis intellectuel pour vous, mais vous vous trompez. Et vous trompez les Africains. Le problème n'est pas pour le moment ça. Le problème est ce qu'on appelle la convertibilité. Il faut tout simplement que l'argent que l'Africain, Malien, Niger, Burkina, Togo crée comme richesse, cette richesse ait la même valeur quand vous l'utilisez pour payer aux États-Unis ou en Chine ou en Russie ou n'importe où. Et aujourd'hui, c'est pas ce qui se passe. Ça perd de la valeur, on l'a dit tout à l'heure, et deuxièmement, quelqu'un peut le bloquer. Inacceptable. D'accord. Alors nous subissons deux blocages. Le premier, parce qu'on passe par le SWIFT, le deuxième, parce qu'on est franc CFA, on passe par la France. Et donc, ça veut dire que d'ici la fin de l'année, les pays du BRICS plus veulent mettre ce système en place. Et une fois que ce système est mis en place, ça va être une alternative au SWIFT, en fait, c'est ça. Alors, ce que vous dites est exact. La date, personne ne peut le dire aujourd'hui. Parce que c'est un système en construction. Je pense que ça va mettre 3 à 5 ans pour se mettre en place. D'accord. Par contre, il y a des étapes. Il y a des étapes. On ne va pas attendre 5 ans que ce soit prêt avant de commencer à échanger entre le Mali, la Chine, le Mali et les pays du BRICS. Le Mali a besoin de vendre, d'acheter tous les jours. L'import-export malien fonctionne. Donc maintenant, les échanges, on les fait de pays en pays, c'est ça? On fait d'abord pays, on fait monnaie en monnaie et surtout, on fait des compensations. On se met d'accord sur ce qu'on appelle un équivalent monétaire. Ça peut être un panier de monnaie. Par exemple, vous dites que, écoutez, entre le Mali et la Chine, nous avons choisi la monnaie chinoise, le yuan, mais on a aussi choisi, par exemple, qu'est-ce qu'on peut prendre l'euro, on peut choisir telle ou telle monnaie, et on fait la moyenne de tout ceci. Et cette moyenne est bien sûr pondérée, ce qui fait que le risque est beaucoup moindre pour le Mali. On peut aussi dire non, on n'est pas d'accord avec ça. On ne veut pas de panier de monnaie. Le Mali est suffisamment riche en or, on va payer en or. On peut payer en or. On peut aussi refuser ça en disant non, écoutez, nous, les Maliens, on va faire autre chose. Moi, je n'ai pas pu exploiter, par exemple, encore mon sous-sol. J'ai découvert tel ou tel minerai à tel endroit. Bon, vous, les Russes, ou les Chinois, ou l'Arabie Saoudite, vous venez investir là. Combien ça coûte? Et cette dette, entre guillemets, que j'ai avec vous, tout ce qui va sortir de là, qui m'appartient, moi, Malien, mais on va le déduire. C'est comme vous faites un petit crédit sur plusieurs années. Il y a plusieurs formules, en fait, pour résoudre le problème. Il y a plusieurs formules que j'appelle, moi, de manière globale, la compensation. D'accord? Mais il faut, attention, des gens, il ne faut pas de la corruption là-dedans, sinon ça ne peut pas fonctionner. D'accord. Donc, il faut ça. Et ce sont ces différentes étapes qui vont amener jusqu'au moment où tout le monde sera d'accord sur une monnaie alternative et en même temps sur un système de paiement alternatif. Et les deux sont parallèles. D'accord. Mais ils peuvent avancer à deux vitesses différentes. D'accord. Là, le BRICS Bridge, j'ai déjà compris. Mais par rapport maintenant au pétrodollar,
Aujourd'hui, Oui. est-ce que les pays est-ce que les pays du BRICS plus, par exemple, peuvent aller Hein. acheter directement du pétrole avec l'Arabie Saoudite sans utiliser le dollar? Est-ce que c'est possible aujourd'hui, concrètement? Oui, la réponse est tout à fait oui. L'Arabie Saoudite elle-même a dit ceci. Hmm, Je veux être payé en monnaie nationale. d'accord. C'est pas que c'est possible. L'Arabie Saoudite a demandé. Elle ne veut plus avoir de l'argent, dollars, qui, une fois que c'est dans son compte, perd 10, 20, 30% ou 40% de sa valeur. Hmm, Et que quand elle veut payer, les gens du Sud peuvent dire je bloque. mhm, Donc, elle commence à diversifier son portefeuille budgétaire mhm, pour qu'il y ait plusieurs monnaies différentes dedans. mhm, Donc, la réponse à votre question, c'est oui. Et tous les pays du BRICS mhm, vont dans ce sens, ils payent en monnaie nationale. Mais je vous dis la vérité. mhm, Est-ce que le Mali, qui a le franc CFA, mhm. va pouvoir payer en monnaie nationale? Il n'y a pas de monnaie nationale. Non, ça, c'est pas possible parce qu'on a les francs CFA, en fait. Voilà. Il va Donc, vous falloir- allez payer comment? En réalité, vous payez en compensation. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'une partie des échanges du Mali, du Burkina, du Niger, ne sont pas enregistrés par la Banque centrale. Mhm, Et donc, les comptes on dit du Mali sont en fait faussés, sont en fait sous-estimés. Il y a mhm, beaucoup d'autres opérations qui se passent. Regardez ce qui s'est passé au Niger récemment, mhm, où on a attrapé des gens en Éthiopie mhm. qui envoyaient de l'or du Niger C'est vrai, vers les Émirats, c'est vrai. et que la valeur de ce qu'ils ont attrapé une seule fois, hein, la valeur de ce qu'ils ont attrapé une seule fois en or Oui. était supérieure à la valeur de tout ce que produit le Niger pendant toute une année. C'est pas Mhm. possible. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et vous C'est savez vrai. qu'il y a un avion, ou même deux par semaine. Donc imaginez tout l'or qu'on a piqué au Niger. Ouais, ouais, Imaginez. ouais. Maintenant, si ceci doit être recomptabilisé, vous voyez la richesse du Niger, ne serait-ce que sur l'or, hein, je ne parle même pas des autres choses, Mhm. ne serait-ce que sur l'or. Ouais. Imaginez les autres pour le Mali, pour le Burkina, Alors, pour tous les autres pays. ouais, ouais, non, c'est vrai. Mais docteur Amezo, il y a une question que les Maliens aimeraient bien savoir. Est-ce qu'aujourd'hui, les Maliens peuvent utiliser l'or, si on a de l'or, est-ce qu'ils peuvent utiliser l'or pour aller acheter directement du pétrole en Arabie Saoudite? Ou bien est-ce que vous pensez Absolument. que... Ah, ça c'est possible, hein? Bien sûr. Attendez. Qu'est-ce que c'est que l'or? Mhm, L'or est un métal précieux mhm, qui a une valeur qui est cotée. mhm, Je n'ai plus ça en tête, mais plus de 2000, ou je peux combien actuellement. En tout cas, c'est très élevé. En plus, ça monte. mhm, Le même or est tombé des fois à 500. mhm, Aujourd'hui, il est plus à 2000, je crois. En tout cas, je n'ai pas les chiffres en tête. mhm. Ce que j'essaie de vous dire, c'est quelque chose qui est échangeable, une matière échangeable et qui est une matière stable. Stable, très stable. Bon, ça veut dire quoi? Que tout le monde le veut. Et on appelle même une matière même de réserve, l'équivalent général de réserve. Mhm, Parce que tu es sûr que ton or, là, mhm, mais tu peux le laisser, les cafards ne mangent pas l'or, hein. mhm, Donc, on peut le laisser là-bas, ça ne porte que de la valeur. Et si c'est en bas, vous attendez seulement, ça revient. mhm. Tout le monde en veut, toutes les banques centrales en veulent. C'est vrai. Tout le monde veut de l'or. Mhm, Donc, oui, le Mali. Alors, qu'est-ce que le Mali devrait faire? Vous n'avez pas lu mes papiers? Moi, j'ai déjà conseillé plusieurs fois, les gouvernements ne veulent pas écouter. mhm, L'or, je dis que le Mali, le Niger, le Burkina, l'AES en général, les pays de l'Alliance des États du Sahel ne devraient pas prendre l'or physique pour payer. Qu'est-ce mhm, qu'ils font? mhm, Ils prennent cet or que vous avez, vous le mettez à la Banque centrale du Mali et vous créez une banque centrale régionale commune aux trois pays, puisque c'est une alliance. mhm, D'accord? mhm, Quand vous créez ça, mhm, mhm, l'or que vous avez mis en commun, ça mhm. vous permet d'avoir au moins l'équivalent de cette quantité d'or en monnaie. Oui, c'est Prenons ça. un exemple simple. Là, c'est vrai. Si vous avez 1000 kilos d'or et que 1 kilo vaut, disons, 1 euro pour la forme, vous avez droit à 1000 euros. D'accord? Mhm, Bon. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Vous êtes ensemble, hein. mhm, Mais le seul fait que cet or va servir aussi de garantie, c'est-à-dire s'il y a un problème, vous pouvez le sortir, mhm, vous pouvez doubler ça. mhm. Au lieu d'avoir 1000 égale 1000, vous allez avoir 1000 égale 2000. C'est-à-dire que vous pouvez mettre une autre 1000 en circulation. Ça, c'est des crédits, puisque les gens à qui vous prêtez vont rembourser. Mhm. Première chose, donc ça va vous faire de garantie. Deuxième chose, pour répondre à votre question, vous pouvez payer avec ça. Moi, ce que je dis, Mhm. vous ne payez pas avec l'or physique. Mhm. Vous créez maintenant votre monnaie, soit nationale, Oui. soit régionale de l'Alliance des États du Sahel, Mhm. et c'est ce papier monnaie Mhm. que vous mettez en circulation qui a la valeur que vous voulez bien lui donner à partir de votre analyse de votre capacité économique dans le monde.
D'accord. Et aussi, Pour que les gens puissent bien comprendre. Par exemple, si le Mali, Hein, par exemple, a une tonne d'or, le Mali, oui, si les différents pays de l'AES rassemblés ont une tonne d'or, par exemple, cette tonne oui, d'or-là, l'équivalent que ça vaut en termes de billets, donc on crée des billets de oui, banque qui vont équivaloir cette tonne d'or-là, et ce sont ces billets qui vont tout à circuler entre nous, c'est ça. tout à fait. Qu'on appelle la monnaie est peut-être digitalisée. On n'a même pas besoin que ce soit des papiers que vous circulez dans le marché. Mhm, Il peut être digitalisé. mhm, Donc je dis, moi, qu'il faut 2 étapes. Il ne faut pas tout de suite le mettre sur le marché que chacun achète avec ça, mhm, mais le faire entre les États. Parce que l'essentiel des échanges se fait entre les États. mhm, 80-85% des échanges se font entre les États. mhm, Donc ce qu'il faut d'abord régler, c'est le problème de l'État lui-même. mhm, Comment il achète, comment il vend, comment il commercialise et comment il paye. ouais, Vous voyez? Quand on a déjà réglé ça, il y a une confiance qui s'installe. Et ouais, là, ça donne ce qu'on appelle le pouvoir libératoire de la monnaie. Les gens croient maintenant que ce papier que le Mali, le Burkina et le Niger ont créé, basé sur l'or, mhm, a une valeur que les Chinois, les Russes, tout le monde veut prendre. ouais, Mais c'est le papier qui circule, c'est pas l'or. ouais. Maintenant, si Et vous en avez même temps, on laisse compris... circuler, aux côtés de cette monnaie aussi, on Attendez, laisse circuler non, non, le franc attendez. CFA. Non, attendez. Ne mélangeons pas tout. On va venir sur le français. Finissons l'analyse. Et donc, si les gens ont confiance en cela, ils Mhm, vont se mettre maintenant à demander à l'utiliser. absolument. Et ça veut dire quoi? La valeur de ce papier basé sur l'or qui appartient au Mali seul, ou bien Mali, Burkina, Niger, qu'est-ce qui se passe? Mais il va prendre de la valeur. Mhm, Le 1 que vous avez dit qui est équivalent à je ne sais pas quoi de l'or mhm. va devenir 1,1, 1,2, 1,3, et va s'apprécier. Ça va s'apprécier. Plus les Et gens, le ils en dollar, veulent, quoi. attendez, et le dollar va déprécier. Et Mhm, vous, Maliens, Burkinabés, Niger, qu'est-ce que vous allez faire? Vous ne voulez plus du dollar. mhm, Vous êtes en train de faire de la dédollarisation, puisque vous avez pris votre propre monnaie et que les gens l'acceptent. mhm. Vous comprenez bien le mécanisme Oui, maintenant? oui, oui. Voilà. Alors, votre question maintenant sur le CFA. Voilà. Donc, au même moment que on met cette monnaie en circulation, on laisse Oui. le franc CFA aussi au côté ou bien on supprime carrément le franc CFA? Mais c'est la même chose. Vous avez parlé de dédollarisation. Donc, on va assister à la défrancisation du franc CFA. Ouais. Défrancéfasisation, d'accord. D'accord. Mais oui, parce que Ok. qu'est-ce qui se passe? Mais ça, j'ai compris. Regarde qu'est-ce qui se passe. Quand vous allez acheter votre tomate au marché demain matin avec le papier qui s'appelle, disons, la monnaie AES, Ouais, ou la Sahel, monnaie Sahel, par exemple. Sahel. Sahel basée sur l'or, Mhm, ok? mhm, La valeur de cette monnaie vous donne 10 tomates, mhm, d'accord? mhm, Maintenant, vu que plus personne ne fait confiance, vous faites de moins en moins confiance au dollar. mhm, La valeur du dollar vous donne seulement, la même valeur équivalente vous donne seulement 7 ou 8 tomates. mhm, Maintenant, vous descendez sur le franc CFA. mhm, Plus personne ne fait confiance au franc CFA et plus personne ne veut passer par le franc CFA à cause de l'absence de souveraineté. mhm. Le même franc CFA maintenant, la même quantité de franc CFA va vous donner seulement 2 tomates. Mhm. Vous êtes un consommateur malien, burkinabé ou nigérien. Vous voulez 10 tomates ou vous voulez 2 tomates? C'est ça la question. Alors, 10. Et voilà. Donc vous allez favoriser la monnaie qui vous donne 10. Donc vous allez favoriser la monnaie nationale qui est basée sur l'or, ou la monnaie collective ou commune, le Sahel, qui est basée sur l'or. Et en fait, vous allez utiliser votre monnaie à vous, commune, et de moins en moins utiliser l'autre, le dollar, dédollarisation, ou le franc, défrancisation, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Ouais. En tout cas, vous allez l'utiliser moins. Ouais. Et elle va mourir de sa propre mort, puisque plus personne ne va l'utiliser. C'est vrai, les gens vont appeler Dieu. Ah, d'accord. Donc, docteur, là, on a très bien compris les BRICS plus Bridge. On a compris ça, ce nouveau système de transfert. Alors, attendez. Oui. Attendez, vous appelez ça bridge. N'appelez ça pas ça bridge facilement. C'est un système de paiement alternatif. Il faut utiliser le mot comme ça. Système de paiement alternatif. D'accord. Que les BRICS, ils veulent faire. Le bridge dont vous parlez, je vais vous l'expliquer. Le bridge dont vous parlez, c'est que comme on n'a pas encore ce système de paiement alternatif, comme on n'a pas encore ça, je vous ai dit, ça va durer 5 ans ou plus. Alors, on fait des arrangements, des compensations. D'accord. Donc, on passe par le système de paiement russe, le système de paiement chinois, et comme les deux au départ n'étaient pas compatibles, alors qu'est-ce qu'on fait? On met des ponts, c'est ça que vous appelez les bridges. Ouais, bridge, ouais, pont entre eux. D'accord.
Il y a eu des D'accord. équivalences. Il y a des équivalences. D'accord. Des Donc, équivalences qui fait que personne ne perd s'il passe par là le système russe ou le système chinois ouais, ou le système indien ou d'autres systèmes qui vont venir. Les Brésiliens sont en train de penser aussi à ça. d'accord. Donc là, on a très bien compris. Donc maintenant, on a compris aussi l'histoire du pétrodollar. Donc vous avez dit que tout le monde peut aller acheter, on peut maintenant aller acheter du pétrole saoudien sans forcément détenir des dollars. Et maintenant, Oui, on a compris aussi qu'on peut créer notre monnaie ici dans l'AES et l'adosser tout à, à l'or qu'on a. Euh, tout à fait. et maintenant, dernière question qu'on voulait vous poser, docteur, c'est de savoir aujourd'hui, comment est-ce que l'AES peut intégrer les BRICS plus? Mais c'est ça. Vous me posez une question toute simple. Mhm, Comment fait-on pour aller dans un club? mhm, Je veux rentrer dans le club de Monsieur Aboussi. mhm, Iboussi, qu'est-ce que je fais? J'écris à Monsieur Iboussi. Monsieur Iboussi, mhm, vous avez un club là, des gens très gentils, des gens très bien, des gens qui aiment la souveraineté, les gens qui ne me mettent pas à genoux, les mhm, gens qui ne me volent pas mon argent quand ça passe par mon circuit de paiement. Je mhm, voudrais être dans ce club pour que, ensemble, nous nous protégeons notre monnaie. Je vous écris. mhm, Donc, première chose, chacun des pays, individuellement, mais aussi collectivement, parce qu'ils ont signé une alliance, doivent écrire pour faire une demande pour intégrer les BRICS plus. mhm, Première chose. mhm, Deuxième chose, mhm, les BRICS plus ont mis en place tout un, comment dire ça, un mécanisme, un système qui vous permet de savoir quelles sont les conditions à remplir pour pouvoir être membre des BRICS. mhm, Et il faut les remplir. Un exemple tout simple, politique. Si vous voulez venir dans les BRICS, mhm, et que vous êtes membre de l'OTAN, l'OTAN qui est l'Alliance Nord-Atlantique, dans laquelle il y a les Occidentaux et dirigée par les États-Unis. mhm. Est-ce qu'on va vous laisser rentrer? Ah, normalement, non, hein. Voilà. Voilà pourquoi un pays comme la Turquie, qui est membre De l'OTAN? de l'OTAN, ben, elle n'a pas été acceptée. Ouais. Voilà pourquoi des pays comme le Maroc, voire la Mauritanie, qui sont plus ou moins ce qu'on appelle les alliances de l'OTAN, Mhm, pour le moment, personne ne veut d'eux dans les BRICS. ouais. Et l'Algérie, un exemple de l'Algérie très intéressant, qui a demandé, mais qui n'a pas été reçu, mais qui a refait sa demande. Pourquoi elle n'a pas été reçue? Les gens vont poser la question. J'ai dit, mais écoutez, l'Algérie, effectivement, n'est pas membre de l'alliance de l'OTAN. Mhm, Mais il y a un problème. mhm. C'est que l'Algérie fait des opérations militaires conjointes Avec, avec les États-Unis et avec l'OTAN. mhm, d'accord. C'est un fin de non-recevoir pour la Chine, pour la Russie, parce que vous n'allez pas introduire le renard dans le poulailler. Ça, c'est vrai. Sinon, c'est Donc, dangereux. c'est à l'Algérie d'abord de clarifier sa position et de démontrer qu'elle ne fait plus d'opérations avec les Américains, avec l'OTAN, pour Mhm, pouvoir intégrer un espace dans lequel on ne veut pas mhm, des Américains, puisqu'on parle de ne plus utiliser la monnaie dollar, on ne veut plus utiliser l'armée américaine, etc. Alors vous mhm, allez me dire, mais l'Arabie Saoudite fait des opérations. Oui, mais l'Arabie Saoudite a séparé les deux. Et vous mhm, allez voir qu'elle, plus ou moins, elle commence un peu à se désengager de l'histoire du Yémen, etc., avec les Américains. Et d'ailleurs, eux aussi, ils ont compris que mhm, les Américains leur font payer, en fait, le fait pour les Américains, plus ou moins, de contrôler cet espace, mais le faire payer par l'Arabie Saoudite. mhm, Et l'Arabie Saoudite en a marre de payer pour les Américains. mhm, Même si elle a signé un accord de protection, comme je vous ai dit beaucoup plus tôt, dans les années 30, comme ça, avec les États-Unis. mhm, Donc, c'est tout ce changement parce qu'ils sont devenus tellement puissants, mhm. ils ont acheté tellement de choses, qui, eux aussi, ils ont en fait une capacité, tout simplement, de souveraineté, de prise de décision qu'on ne peut pas leur refuser. Ouais. Eh oui, c'est fondamental, hein, ces histoires. D'accord, C'est docteur. fondamental. On est au terme de l'émission. Peut-être on a juste 2 minutes. On voulait Oui, avoir votre avis par rapport à la Russie qui a déployé un ou plusieurs sous-marins, je crois bien, au niveau de Cuba, au niveau de la Havane, au niveau de Cuba. Alors, oui. qu'est-ce que ça montre? Parce que ça fait craindre quand même une guerre mondiale. Alors, c'est bien que vous parlez de ça parce que ce que vous venez de dire est ce que j'appelle une approche unilatérale. Vous Mhm, n'avez entendu que un seul volet de l'aspect. Est-ce que vous savez que dans le système mondial, c'est qu'il existe, et dans l'espace sous-marin, donc dans la mer, mhm, vous avez des sous-marins de toutes les grandes puissances structurés partout dans le monde. mhm, Vous n'avez jamais posé la question pourquoi la France est en Nouvelle-Calédonie alors que c'est pas la France? Pourquoi elle est en Mayotte? Pourquoi elle est près du Comore là-bas? Pourquoi les Anglais sont en Malouine, dans les petites îles qui sont en perpète là-bas, etc., etc. C'est-à-dire qu'ils ont un contrôle de l'espace sous-marin. mhm, Mais les pays comme la Chine, comme la Russie, comme d'autres qui sont en montée en puissance, mhm, n'acceptent pas qu'on vienne d'abord contrôler leur zone mhm, et encore moins d'être proche d'eux.
Donc eux aussi ont commencé à déployer un certain nombre de capacités, donc des sous-marins, comme vous dites. Mais il n'y a pas que les sous-marins. Il y a les satellites, il y a beaucoup de choses. Pour contrôler l'espace, qui vient dans mon espace? Vous n'avez pas le droit de venir dans mon espace maritime. C'est pareil pour les pays de l'AES. Depuis quand l'AES est devenue plus puissante? Depuis que l'AES a pu avoir maintenant des systèmes satellitaires pour savoir qui c'est qui rentre dans les espaces de l'AES. Et pourquoi faire? Ah oui. Et qui c'est les terroristes là? C'est qui ces gens qui viennent avec des motos et qui foutent la pagaille partout et qu'on ne peut pas voir? Et les Occidentaux ont des yeux qui ne voient pas, mais ce n'est pas des aveugles quand même. Et depuis qu'on les voit, on a vu que oui, les Kidal, tout ça, ça commence à se calmer. Bon, tout ça pour vous dire que c'est un système en fait de sécurité et en fait de protection, voire même d'indépendance territoriale. Souveraineté territoriale, mais dans la mer. Donc c'est dans ce cadre-là, comme les Américains en font trop, avec, vous savez aussi que la guerre de l'Ukraine est d'abord une guerre américaine sous le volant OTAN pour en fait transformer en guillemets ces pays-là en alliance de l'OTAN et ça ne fonctionne pas. Regardez la condition qu'a posée M. Poutine. La paix tout de suite, dès que l'Ukraine décide de ne plus être dans l'OTAN. Ce qui étaient les accords qu'ils avaient signés ensemble et qui n'a pas été respecté par les Occidentaux. Donc cette guerre par procuration, quand on voit qu'il n'y a pas de fin à cela, chacun s'organise pour préparer la guerre. Et c'est pour ça que je dis à votre radio, je pense qu'ils vont parler de paix, mais ils vont faire une mini-guerre. Parce que les Occidentaux ne savent jamais s'arrêter en fait. Ils ne s'arrêtent que quand il y a la guerre, d'une manière ou d'une autre. Le problème aujourd'hui, c'est qu'en fait, il y a des gens aussi qui ont d'abord la même capacité, sinon supérieure. Et si vous dites qu'ils sont à Cuba, ça veut dire que les espaces de Cuba sont sous l'autorité souveraineté cubaine. Et là-dedans, les Russes peuvent se positionner pour pouvoir attirer directement chez les États-Unis. Donc, si vous venez me déranger, moi, en Russie, je vous tire dessus. C'est aussi simple que ça. Mais ne voyez pas que le côté russe. Vous voyez à l'envers, quels sont les sous-marins qui sont dans les différentes mers, qui sont proches et qui peuvent tirer sur la Russie? Pourquoi, justement, l'Occident veut absolument être en Ukraine pour pouvoir tirer sur la Russie? Personne ne veut envisager ça sous cet angle-là. Mais pourtant, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Et la Chine, ils sont les prochains sur la liste. Les Corées du Nord, ils sont les prochains sur la liste. Pourquoi M. Poutine est allé en Corée du Nord, je crois, hier ou aujourd'hui? Mais justement, parce que eux, les Corées du Nord, ont compris ça depuis très longtemps. Donc, ils ont des systèmes de tir qui peuvent partir de la Corée du Nord, aller directement aux États-Unis. Ils n'ont pas besoin, eux, d'aller se promener, de se mettre à côté. Et je pense que c'est pour acquérir ces genres de technologies que Poutine est allé là-bas pour pouvoir aussi accéder à ça. D'accord. Donc, tous ces éléments géopolitiques pour en fait faire ce qu'on appelle la dissuasion. Parce que si je vous montre le coupe-coupe, et vous aussi vous avez un coupe-coupe, et tous les deux on va réfléchir avant de commencer à faire la bagarre parce qu'on va se blesser. C'est vrai. Donc on fait le coupe-coupe et on fait la palabre. Nous les Africains, nous sommes habitués à ça depuis longtemps. Nous avons mis le coupe-coupe de côté, nous ne faisons que la palabre. Mais l'occidental ne fait pas ça. Ou le monde généralement ne fait pas ça. Eux ils viennent toujours avec leurs armes. Et nous les Africains c'est le défaut, nous croyons que ça ne sert à rien. Mandela, c'était l'erreur fondamentale qu'il avait faite. Il avait mis de côté le nucléaire, il avait mis de côté tout ce qui est armement en disant qu'il veut la paix. Il n'a pas compris qu'en fait, c'était une ruse. Et regardez, l'Afrique du Sud, elle n'arrive jamais à dépasser 1,5 à 2% de croissance, essentiellement à cause de ça, parce qu'elle n'a pas un système de dissuasion vis-à-vis de l'Occident. Et c'est pour ça que dans le système des BRICS, d'ailleurs, l'Afrique du Sud est la partie la plus faible, en fait. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Ces éléments-là, vous devez les mettre en perspective. On ne peut pas les prendre séparément puis les analyser comme ça. Et c'est le grand défaut, justement, de tous les gens que vous entendez dans les réseaux sociaux qui prennent un petit bout par là et puis font tout de suite. Non, c'est un géostratégie, géopolitique, géoéconomie. C'est un système d'ensemble. Là, vous avez vu que, bon, vous avez posé quelques questions, mais regardez tous les sujets qu'on a abordés en une seule fois. C'est vrai. Et qui sont tous reliés. Ils sont quand même tous reliés. C'est vrai. Voilà, je parle d'interdépendance. Et il faut donc que chaque État aujourd'hui réanalyse son interdépendance. Et dans interdépendance, il y a dépendance. Donc, quelle est la dépendance que j'appelle, moi, positive et quelle est la dépendance négative? Dépendance, si quelqu'un vient vous aider pour protéger le territoire malien, c'est positif. Interdépendance entre Russie et le Mali, ça se passe pas trop mal. Au niveau militaire, vous avez récupéré votre souveraineté territoriale, par exemple. Oui. Mais d'accord, il y a la même chose, par exemple, avec le Kenya. Le Kenya, par exemple, a plus ou moins le même accord avec les États-Unis, mais les États-Unis contrôlent en fait l'espace kenyan. Oui, mais docteur, il y a une chose qui est étonnante quand même. Le fait que les Saoudiens prennent des initiatives telles que permettre aux autres pays de venir acheter le pétrole sans passer par le dollar, est-ce que les Saoudiens n'ont pas un peu risqué? Est-ce que les Américains ne vont pas faire des représailles contre eux? C'est une très bonne question. Tout ce qui est les représailles, voire du chantage, existe. Mais il existe si
Le pays est pauvre, faible et n'a pas d'alliés. J'insiste bien, pauvre. L'Arabie Saoudite n'est pas pauvre. Mm. Faible. L'Arabie Saoudite a acheté je ne sais combien de capacités d'armement et de protection, même si une partie venait des États-Unis, une bonne partie ne vient pas des États-Unis. Donc elle peut se défendre. Et en fait, la troisième, on l'a oublié, c'est financier, économique et monétaire. C'est-à-dire qu'elle ne veut plus avoir des dollars qui, au bout d'un moment, qui sont rentrés à 100, elles ne vaut même plus que 70, voire 60, voire 50. Ouais, c'est ça. Elle ne veut plus perdre la valeur de sa richesse. C'est clair. Et tu ne peux faire ça, on ne peut faire ça que si on a un partenaire qui, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, a le même coupe-coupe. Donc si l'Arabie Saoudite signe des accords avec la Russie, avec la Chine, mais est-ce que les Américains peuvent venir les bombarder? Non. Non, c'est difficile. Donc il y a négociation. Ouais. Donc oui, les mesures de représailles, si les Américains le mettent en place, les Arabes Saoudites vont dire, écoutez, c'est ce que j'attendais. Je ne veux plus acheter chez vous vos armes, je ne veux plus acheter chez vous vos avions de chasse, je ne veux plus acheter, qui coûtent d'ailleurs très cher, je vais l'acheter chez la Russie, je vais l'acheter chez la Russie, chez la Chine. Est-ce que ça arrange les Américains de perdre ce grand marché d'armement avec l'Arabie Saoudite? Non, ça ne les arrange pas. Les mesures de représailles peuvent se retourner contre celui qui envoie les mesures de représailles. C'est la même chose qui s'est passé avec les sanctions, quand la CEDEAO, qui ne comprend rien à comment se passe la géopolitique et la géoéconomie locale africaine, a décidé de faire la guerre contre ses propres frères, alors que le peuple était contre, et que ceux qui dirigeaient étaient hors sol. Ils auraient pu habiter dans la Lune, c'était pareil. Et ils se sont levés parce qu'on leur donnait des instructions qui venaient d'ailleurs, qui n'ont rien compris. Et d'ailleurs, ils ont cru qu'ils allaient chercher de l'argent, qu'on allait leur donner de l'argent. Quand on ne leur a pas donné de l'argent, ils ont abandonné, à commencer par les gens du Nigeria, qui nous pour être précis. Et c'est un patron politique qui nous dit qu'il va améliorer le Nigeria. Vous voyez la catastrophe qui arrive aujourd'hui. Le Ghana n'en parle pas, ils sont endettés jusqu'au cou. C'est-à-dire que toute cette politique, pour les Occidentaux, finit par l'endettement accéléré de nos pays. Malheureusement, les populations ne le comprennent pas. Et les dirigeants commencent à le faire. Et quand ils ont fini par le faire, écoutez, ils quittent le pouvoir et ils laissent la dette à celui qui vient. Vrai, et voilà comment la pauvreté se maintient. Il faut se poser la question simple. Comment les trois pays que vous dites, l'AES, ont les matières premières, l'or, ont le Niger, ont ceci, ont toutes les matières premières. On a dit que ça n'existait même pas avant. On trouve même le pétrole, on trouve le lithium, on trouve quasiment tout. Et on ne veut plus maintenant que ces gens puissent accéder à la richesse. C'est ça qui explique le problème entre le Bénin et puis le Niger. Est-ce que vous savez que la première cargaison de pétrole qui a quitté exceptionnellement, comme on dit, le Bénin, et qui venait du Niger, est-ce que les gens savent que ce n'est pas allé en Chine alors que c'est les Chinois qui ont géré cette histoire? C'est parti en France, à Marseille. Merci beaucoup. Parti à Marseille. Merci beaucoup. Ça veut dire que la France a donné l'ordre pour qu'on puisse récupérer ce pétrole. Et peut-être que la deuxième, troisième, quatrième cargaison doit aussi aller là-bas. Donc c'est du vol. C'est simplement du vol, de l'usurpation du pétrole du Niger. Voilà pourquoi le dire, mais c'est comme ça, je ne donne pas. Est-ce que les gens comprennent ça comme ça? Mais c'est les Chinois qui l'ont amené en France. Est-ce que c'est... On a dit que c'est pour raffiner. Et apparemment, les Chinois font vraiment confiance à cette raffinerie qui est à Marseille. Attendez, les Chinois ne sont que des intermédiaires. Donc, vous ne pouvez pas mettre la faute sur les Chinois. Ce sont des transporteurs, des intermédiaires. Et une fois que le bénéfice total vient, après raffinerie, etc., chacun partage. Une partie va au Niger, une partie va aux Chinois. Maintenant, quelqu'un s'est invité dans cette histoire. Celui qui s'est invité, c'est d'abord le Bénin, qui ne posait aucun problème, parce que quand vous passez sur le territoire de quelqu'un, c'est normal qu'on vous paye quelque chose. Entre le Tchad et le Cameroun, il y a le pipeline Kribi, ça se passe pas très bien. Maintenant, il y a quelqu'un d'autre qui n'est pas de la sous-région, qui a voulu prendre sa part. Alors on peut justifier ce que vous voulez, mais les raffineries, écoutez, il n'y a pas qu'en France. L'essentiel du pétrole du Nigeria, c'est les Russes. Oui. Et puis, écoutez, mais quand même, est-ce que les Chinois aussi ne font pas ce qu'ils veulent? Une fois qu'ils ont un accord avec le Niger par rapport au pétrole, à mon avis, ils peuvent, une fois après avoir acheté leur pétrole, ils peuvent le vendre là où ils veulent aussi. Ou bien, docteur, qu'est-ce que vous pensez de ça? Écoutez, si le pétrole, disons, il y a 100, et que les Chinois ont récupéré 75%, le Niger fait 27%, les 75% qui sont la partie des Chinois, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent avec. Maintenant, pourquoi les Chinois ont certainement fait cela? Ils ont pensé qu'ils ont affaire à des gens sensés et qu'en leur donnant une petite part, 5%, j'en sais rien, le reste va venir vers eux. Mais, sauf qu'une fois que la France a goûté à ça, et la deuxième partie doit venir, la troisième partie va venir, la cinquième partie va venir, et là,
Les Chinois qui sont toujours peureux de prendre des positions officielles et claires vis-à-vis de la souveraineté africaine, parce que c'est ça le fond du problème. Ouais, non, Si les Chinois, ils sont avaient pas pris des clairs. Ils sont positions pas clairs. claires vis-à-vis du Niger, on n'aurait pas toute cette histoire. Hein. Pas clairs. Et donc, Mais ils sont si prêts la à leur France, prendre tout docteur, maintenant. mais si la France était un peu derrière aussi, pourquoi la France ne va pas-t-elle parler à Patrice Talon pour lui demander d'arrêter tous ces blocages-là? Parce que le pétrole arrange la France quelque part. Parce que tout le monde sait que la France, Ah, elle contrôle quand même Patrice Talon. Alors pourquoi ne pas lui dire, bon, écoutez, arrêtez de faire tous ces blocages, le pétrole, au finish, ça vient chez nous, les Français. ben, vous parlez comme si la France pouvait décider elle-même. Et oui, qui vous dit que la France n'est elle-même pas tout simplement fonctionnant comme une sorte de colonie des États-Unis ou de l'OTAN? Ah, bien sûr. Attention. Ah oui, vous dépassez maintenant le cadre français pour être dans le cadre européen, voire de l'OTAN. Si la France reçoit des instructions de l'OTAN, donc des Américains, qu'ils veulent eux aussi une part de ce pétrole, bien sûr, c'est arrivé à Marseille. Mais qui vous dit qu'une partie n'est pas partie aux États-Unis? Attention, c'est des études. Hein. Il faut faire des analyses plus approfondies. Nous n'avons pas les capacités. Et donc, chaque État veut faire cet effort-là. Mais il faut analyser où est-ce que ça va, ce pétrole. Et les Chinois le savent. Ouais, donc, il faut que les Chinois soient beaucoup plus transparents. L'État chinois le sait. Il doit être beaucoup plus transparent. C'est pour ça qu'il ne faut pas laisser les choses comme ça en l'air en disant, bon, moi j'ai ma partie, le reste, ça ne m'intéresse pas. Ce qu'on appelle, nous, les chaînes de valeur. Il faut comprendre l'ensemble de cette chaîne, les 100% de ce pétrole, où est-ce qu'ils vont. Le fait de ne pas vouloir s'intéresser à l'autre partie qui va vers la Chine, c'est un problème. Parce que si la Chine va le donner finalement à quelqu'un qui va l'utiliser pour venir vous bombarder au Niger, écoutez, ça pose quand même un problème, non? C'est vrai. Eh ben oui, donc c'est que les Africains, on s'arrête toujours à l'analyse quelque part, on veut le raccourci. Et non, ce sont des chaînes de valeur. C'est comme si vous financez quelqu'un qui va passer par quelqu'un, qui va passer par quelqu'un, qui va vous acheter des armes pour venir vous bombarder chez vous. Et vous l'avez accepté parce que vous n'avez pas voulu faire l'effort de savoir, mais finalement, c'est tout le circuit qu'on doit comprendre. Si je fais ça, c'est pour aider les Chinois, le peuple chinois. Et eux aussi, s'ils font ça, c'est pour aider le peuple nigérien. Et entre les deux, le Bénin. Le peuple béninois, mais pas les chefs d'État, qui eux ont d'autres agendas. Et qui des fois sont même, qui vous dit même que M. Talon est d'accord avec ce qui se passe? Les gens sont en train de l'attaquer. Mais moi, je vous dis, moi, je pense qu'il est sous chantage, tout simplement. C'est possible aussi. Oui. C'est clair, on peut faire des analyses en profondeur et on n'a pas le débat transparent en Afrique. D'accord. D'ailleurs, pourquoi je vous dis ça? Regardez la décision de leur cour, la Criette. Ils ont condamné 3 personnes, ils n'ont aucune preuve. Ouais, ils ont condamné comment? Condamné et libéré. En disant que c'est avec sursis, et avec sursis, la personne peut rentrer chez elle tout de suite. Les 3 personnes peuvent rentrer chez eux tout de suite. Mais c'est pas une condamnation. C'est vrai, ça c'est étonnant quand même. Ben voilà. Maintenant, il y a eu un arrangement entre Africains. Et peut-être que maintenant, les Africains ont vraiment compris qu'est-ce qui se passe et que l'ennemi n'est pas leur frère nigérien. De loin. Au contraire, le Niger veut que le Mali s'en sorte. Le port du Mali fonctionne, que eux aussi gagnent. Mais que quelqu'un d'autre qui n'est pas de la zone vient faire des histoires et veut prendre une partie sans payer. Vous avez dit le port du Mali, le Mali n'a pas de port. Hein. Le port du Bénin, excuse-moi. Du Bénin, d'accord, merci. Le Cotonou, excusez-moi. Le port de Cotonou, puisque c'est là-bas que passe le pétrole. Et donc, une fois que ça quitte là-bas, il y a d'autres personnes qui ne sont pas de la zone. D'accord. Et donc, on a mis l'accent parce que c'est arrivé à Marseille, mais qui nous dit que c'est seulement là-bas? Vous savez qu'on peut intercepter un bateau n'importe où en Méditerranée ou même dans la mer Atlantique et puis ça part ailleurs. C'est vrai. On était avec le docteur Yves Ekwe Amaizo. Docteur, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.